Deux pieds dans le bénitier, c'est parti. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad. Nous les gueux, nous les peu, nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous? Nous n'attendons plus rien de la société telle qu'elle va. Dans un ciel sans repère, nous cherchons de nouvelles couleurs. Des futurs multicolores nous attendent. Hard rock. Hallelujah! How dare you! Bienvenue dans le podcast qui pose un regard catho sur les luttes de notre temps. Salut Martin. Salut Clémence. Alors de quoi on parle aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui on va parler des normes. Il est dangereux de s'habituer aux normes. Depuis qu'on est tout petit, nous voyons certains pans de nos vies s'organiser de manière qu'au final on considère normale puisque c'est ainsi depuis toujours. Et du coup on les interroge pas. Il est dangereux de s'habituer aux normes, d'autant plus quand elles perpétuent un ordre patriarcal. Depuis tout petit, le prêtre est un homme. Et en grandissant, nous n'avons pas trouvé de justification satisfaisante. L'église dans laquelle nous avons grandi et dont nous estimons toujours faire partie, serait-elle misogyne ? Depuis tout petit, ce sont nos mères qui, dans les foyers, prennent la plus grande part de charge. Et en grandissant, nous n'avons pas trouvé de justification satisfaisante. Alors à l'heure où nous fondons nos propres foyers, en couple ou en famille, est-ce qu'on est condamné à reproduire ces inégalités ? Est-ce qu'on peut faire poids face au système ? Et comment transmettre à nos enfants un cadre qui soit libérateur de ces archaïsmes reçus sans pour autant les mettre en marche ? Ces questions nous semblaient trop importantes pour ne pas essayer d'y répondre. Et pour nous y aider, nous recevons dans ce 3e épisode Alix Bell. Bonjour Alix. Bonjour. Salut Alix. Alors Alix, tu es journaliste, féministe, catholique. Et toujours en vie. C'est bien de le préciser parce qu'on trouvait que ça faisait beaucoup. Donc, tu as confondé en 2018 le collectif pour une parentalité féministe, PAF, qui défend les mères comme sujet politique. On va avoir l'occasion d'expliquer tout ça. Et en 2020, tu fais partie des membres fondatrices de Tout Apôtre, qui a notamment organisé les candidatures publiques de 7 femmes à diverses fonctions ministérielles au sein de l'Église. Dans la préparation de cette émission, tu nous as dit que tu as été entrée en féminisme. L'expression nous a paru intéressante. Comment est-ce qu'on entre en féminisme ? Je pense que la meilleure manière de répondre à cette question, c'est de partir de ma propre expérience. Je pense que si vous interrogez de la famille, tout le monde vous dira que j'ai toujours été féministe. Mais je pense qu'il y a une manière de penser l'égalité qui est différente d'être féministe. Ma phrase n'est pas forcément claire, mais j'avais pas forcément pensé le féminisme de manière politique avant. Et puis est arrivée ma première maternité, qui a été assez dure, pas la grossesse qui s'est bien passée, l'accouchement a été difficile, mais le postpartum a été compliqué. On a déménagé un mois après, on était au Royaume-Uni, on est revenu en France. Et donc je me suis occupée de ce bébé qui criait beaucoup, qui avait un reflux non diagnostiqué, qu'on a compris bien après, toute seule au milieu des cartons, alors que mon mari reprenait le travail en France, tant bien que mal. Et j'étais très seule. Et à l'arrivée de ma seconde grossesse, de 3 ans après, je me suis vue rentrer en dépression. Et je pensais que c'était... J'ai mis plein de... Je suis arrivée... je suis allée voir une psy et j'y suis arrivée avec plein de solutions déjà prêtes. C'est parce que c'est l'arrivée du deuxième par rapport à mes relations avec mes frères, c'est un peu compliqué. C'est mon grand-père qui vient de mourir, j'ai pas fait mon deuil. Et en fait, avec ma psy, j'ai balayé ça extrêmement rapidement. Et puis, c'est ouvert une boîte de Pandore que j'avais pas du tout soupçonnée et qui était le traumatisme de mon premier accouchement et de ma première maternité. Et en parallèle, je m'étais mise à écouter beaucoup de podcasts féministes parce que on était au tout début. En tout cas, moi, c'était mes découvertes. J'ai écouté des podcasts de Lorraine Bastide, de Charlotte Bien-Aimée, etc. Et puis, souvent, je dis que pour me sortir de cette dépression, je me suis appuyée sur 3 choses. C'est ma psy, le féminisme et le yoga. J'avais eu besoin de me réapproprier mon corps. Et dans ce dialogue-là, je suis entrée en féminisme parce que avec ma psy, je suis allée interroger ce qui, dans mon histoire familiale, dans mon histoire personnelle, m'avait fait vivre, m'avait rendu cette première maternité difficile. Et avec le féminisme, j'ai compris que
tout ne venait pas de moi et que c'était aussi la faute ça semble bête de le dire comme ça, mais que c'était la faute du système. Que notre société aujourd'hui n'aide pas les parents, les jeunes parents et les jeunes femmes en particulier à accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Que souvent cet accueil se fait au prix d'un coût sanitaire très fort pour les femmes. Et ça m'a fait énormément de bien de comprendre ça. Et mon entrée en féminisme s'est faite comme ça, en fait, en politisant mon expérience. Merci pour ce partage qui laisse pas indifférent, en tout cas. Et du coup, de là, tu as fondé le collectif PAF. Et on se demandait, pour commencer, concrètement, c'est quoi une parentalité féministe ? Alors, juste dire, c'est important pour moi que je ne l'ai pas du tout fondée seule, que j'ai rejoint l'appel de deux femmes qui s'appellent Amandine Ancevitz et Emmanuelle Josse, qui étaient déjà très très bien en voie pour le fonder. Et j'ai aidé à la coécriture d'une tribune qui a été publiée au Monde pour la Fête des Mères 2018 et qu'on estime aujourd'hui être l'acte fondateur du PAF. Et une parentalité féministe, c'est une parentalité qui n'exclut personne, qui ne grève personne dans son parcours individuel, ni dans son parcours, ni dans son bonheur, dans son bien-être, qui est ouverte à tous et à toutes, c'est-à-dire que tout le monde peut être parent, où on peut construire des familles qui participent à l'émancipation de toutes et de tous, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réalité statistique, c'est que avoir des enfants pour les femmes dans des couples hétérosexuels, c'est souvent plus de travail intérimaire, donc moins d'heures de travail, donc des salaires moins importants et sur le long terme une autonomie moindre qui se répercute fortement dans les cas de divorce. Et donc aujourd'hui, la situation pour les femmes hétérosexuelles dans des couples avec enfants, c'est que l'arrivée des enfants fragilise, paupérise. Et ça, c'est pas émancipateur. Et donc, la parentalité féministe, c'est à plein niveau. Mais le premier, ça doit être que tout le monde doit pouvoir bien la vivre. Tu parles d'émancipation. Nous, on se dit avec Clémence que tout est politique. Ouais. J'ai l'impression que d'après ce qu'on commence à échanger, tu es d'accord avec nous, voilà. Mais alors, si on accepte que tout est politique, comment accepter que ce politique entre dans l'intimité de nos foyers, c'est-à-dire nos couples ou nos familles, parce qu'on est convaincu que là aussi, il se joue des questions politiques sur les inégalités de genre, sur des questions de domination, sans pour autant y faire entrer le corollaire du politique qui peut être le conflit. Autrement dit, est-ce qu'on peut accepter que dans une relation de couple ou de famille, ça soit une question politique, sans pour autant la mettre en difficulté par ce conflit ? Est-ce que le couple... Mais alors, pardon, ma réponse, c'est est-ce que le couple est forcément mis en difficulté par le conflit ? Moi, je pense que le conflit est nécessaire. Mais faut pas le penser autant au sens de violence. Mais je pense qu'il est nécessaire pour chacun au sein du couple de pouvoir dire là ça va pas. Moi aujourd'hui en tant que femme dans mon couple j'ai mes journées à temps complet et en plus j'ai une deuxième journée en termes de temps domestique. Ça va pas. Et je pense que si on est avec une personne en face qui est aimante et qui a vraiment à cœur l'intérêt de l'autre, même si ça blesse, même si ça interroge, même s'il faut revenir à plusieurs fois, l'autre doit être capable de comprendre. Après, ce que je peux entendre, c'est que c'est compliqué d'avoir cette conversation. Et je le comprends d'autant plus que c'est une conversation qu'on a mis 10 ans à avoir avec mon compagnon, avec mon mari. Mais la réalité, c'est que encore aujourd'hui, les chiffres datent de 2010, les femmes font 71% des tâches ménagères et 65% des tâches parentales. Avec une autre réalité qui est que ça a très peu changé en fait depuis 10 à 20 ans. Malgré les apparences, malgré le discours médiatique qui met en valeur les nouveaux pères, les pères n'en font quasiment pas plus. Et si les femmes en font moins, c'est pas parce que les hommes en font plus, c'est parce que on a plus de temps libre, c'est parce que le niveau d'exigence des femmes a baissé en termes de ménage, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et c'est parce que les progrès techniques le permettent. Mais les hommes, en réalité, n'en font pas plus.
Donc ça, il faut savoir, il faut en être conscient, il faut savoir le dire, et il faut savoir le dire avec la difficulté que non seulement on porte cette charge du temps domestique, mais en plus on porte la charge émotionnelle de devoir aller faire des reproches à la personne qu'on aime et avec qui on a envie de passer sa vie. Alors que socialement, la femme dans le couple, dans le foyer, est celle qui apporte amour, bien-être, etc. Donc en fait, tout est fait pour que cette conversation soit compliquée à avoir au sein d'un couple et à entamer pour les femmes. Mais personnellement, je ne vois pas d'autre solution. Et du coup, comment ça se traduit également dans l'éducation des enfants? Parce que on voit que ces stéréotypes de genre, donc évidemment, il y a la question de l'exemplarité, et tu viens de le dire, les enfants ont besoin d'avoir un modèle d'égalité à la maison parce que les enfants copient ce qu'ils voient globalement. Mais les choses sont plus fortes. Et à titre personnel, moi j'ai 2 garçons de 3 et 6 ans et j'ai bien vu la rentrée à l'école. Mon garçon, mon aîné, il n'envisagera pas de se déguiser autrement qu'en cow-boy ou en policier. Et pourtant, j'ai quand même l'impression qu'à la maison, il a un modèle relativement égalitaire, y compris en termes de responsabilité professionnelle, etc. Donc, comment on outille un peu nos enfants pour développer cette compétence-là dans un environnement qui les encourage pas à voir les hommes et les femmes de manière égale? Moi, j'ai pas toutes les solutions et j'aimerais les avoir, mais concrètement, effectivement, comme tu le dis, on fait face à des forces qui sont plus grandes que nous. Ce qu'on constate, nous, au PAF, pour avoir eu de nombreuses discussions autour de ça, c'est que autant il est facile, il n'est pas facile, mais il est possible d'avoir ce sentiment d'une parentalité féministe, ou en tout cas égalitaire, dans les premières années. Parce que de plus en plus de crèches sont sensibilisées à ces enjeux, et parce que même si sans crèche, c'est encore plus facile, parce que du coup, l'enfant reste dans un environnement très, très familial, très fermé. Mais l'arrivée à l'école fait rentrer les normes dans la réalité de l'enfant. Et les normes aujourd'hui, ce sont des normes cisgenres, ce sont des normes hétérosexuelles, ce sont des normes genrées, qui font une différence extrêmement forte entre le rôle des parents, entre les rôles de l'homme et de la femme, et entre le rôle, déjà, malheureusement, de nos enfants. Peut-être, je vais définir cisgenre. Je pense que les autres mots, c'est à peu près clair pour tout le monde, mais cisgenre, peut-être ça vaut le coup de le préciser. Les personnes cisgenres, c'est moi, par exemple, c'est-à-dire que mon genre social construit, le genre féminin, est aligné avec le genre qui m'a été assigné à la naissance. Et on utilise le mot cisgenre en opposition au terme transgenre ou non-binaire. Les personnes trans, notamment, ayant un genre, vivent un genre différent que celui qui leur a été assigné à la naissance. Ok, merci. Je pense que c'est très intéressant parce que ça nous est venu un peu dans les questions quand on préparait l'entretien avec Clémence, quand tu dis que le système est plus fort. Moi, j'ai pas d'enfant, donc c'est pas mon cas, mais je vois qu'il y a beaucoup d'amis qui, la plupart, sont des couples hétérosexuels. On a un âge où ils commencent à avoir des enfants, le premier, et certains le deuxième, voire plus. Mais la réalité fait qu'à un moment, ils sont obligés de se poser la question de qui arrête de travailler. Et en fait, souvent, ça va être la femme, parce que la réalité fait que c'est le plus petit salaire. Et c'est pas un choix idéologique, c'est pas un choix qu'ils ont. C'est juste un choix pratique de se dire, en fait, si on lâche, il faut qu'on lâche le plus petit salaire, et c'est la femme qui a le plus petit salaire. Comment on fait? Parce que l'idée, c'est pas de dire qu'ils reproduisent des rapports de domination, c'est juste qu'ils doivent s'adapter à leur réalité. Mais pour autant, ça serait bien que les choses changent, ou en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qu'il faut aller transformer de ce côté-là. Comment est-ce que c'est reçu selon toi ça? Comment est-ce que ça peut être pensé, transformé? Le congé, une vraie réforme du congé paternité peut être une solution. Quand je dis vraie réforme, c'est pas celle qui nous a été, qui vient d'être votée par la majorité présidentielle. Peut-être que je développerai après, mais le problème, c'est qu'effectivement, à nos âges, c'est-à-dire 30, 35 ans, 40, en fait, il est déjà trop tard. Les inégalités sont déjà installées. La réalité à nos âges, c'est que les femmes ont déjà des salaires moins importants que les hommes. Et c'est augmenté par le fait que souvent, les femmes se mettent en couple dans les couples hétérosexuels avec des hommes plus âgés qui ont donc déjà des revenus plus importants et souvent un patrimoine même. Donc bien sûr que individuellement, au sens de dans chaque couple, c'est plus logique pour chaque couple que la femme s'arrête au moment de garder les enfants.
ou au moment où il faut faire un choix entre payer une nounou ou payer une place en crèche et avoir, faire garder ses enfants ou continuer son emploi à plein temps. Moi, j'ai pas de solution pour ces couples-là. Après, on peut aussi se dire, je m'occupe d'un enfant, tu t'occupes pas de l'autre, ou alors je prends une année pour moi, tu prends une année l'année suivante. Il y a peut-être moyen d'envisager ça. Et dans le cas où la femme continue à travailler, envisager ça comme un investissement. Parce que certes, dans l'immédiat, le couple va gagner moins d'argent, va devoir vivre sur moins de revenus, mais c'est permettre à la femme d'avoir une meilleure carrière. Et donc, à terme, pour elle, d'être plus autonome financièrement, s'il devait arriver quelque chose, et pour le couple, de pouvoir en profiter aussi. Et du coup, après avoir investi le champ de la famille, de la parentalité, tu as participé avec d'autres à la création du collectif Toutes Apôtres. Qu'est-ce qui te mène de l'un à l'autre ? Et pourquoi cette envie d'ouvrir ce front-là féministe au sein de l'Église catholique ? Moi, j'ai pas l'impression d'aller d'un front à l'autre. J'ai l'impression d'une très grande continuité et cohérence avec moi-même, en tout cas avec le parcours intime qui a été le mien. Quand donc je suis entrée en féminisme, à un moment, il a fallu que je me pose la question de est-ce que c'est vraiment cohérent avec ma foi ? Est-ce que je peux être autant entrée en féminisme au point que certains me jugent radicale et continuer à fréquenter ma paroisse et à me dire catholique ? Et en fait, c'est cette question-là qui m'a travaillée ces dernières années, où Tous Apôtres a été une réponse. C'est-à-dire que non, je ne peux pas continuer à aller à l'église comme si de rien n'était. Tout simplement parce que j'en suis venue à un stade où aller à la messe, ça me fait violence. Voir des hommes qui célèbrent la messe, et des hommes uniquement, ça me fait violence. Ne pas voir des femmes autour de l'autel, ça me fait violence. Ne pas entendre une parole féminine autour de l'autel, ça me fait violence. Ça m'émeut rien d'en parler, en fait. Amener mes enfants, mes 2 filles, à la messe, et qu'elles reçoivent une parole patriarcale, dont moi j'ai eu beaucoup de difficultés à me défaire. Et j'ai l'impression de les amener au cœur du réacteur nucléaire du patriarcat. En fait, vraiment, ça me devient physiquement difficile. Donc je ne peux pas continuer à la messe comme si de rien n'était. Et en même temps, ma réflexion n'est pas vis-à-vis de ma foi, elle est vis-à-vis de cette église. Il y a une énorme différence entre ma foi et une institution religieuse, voire politique. Et donc, le projet avec Toutes Apôtres, c'est juste d'aller interroger cette institution-là, d'aller la confronter, de la titiller, de la chatouiller, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas, de pas rester dans... Là, il y a une phrase d'Ansoupa qui me parle énormément, qui est « ni partir, ni se taire ». Voilà. Et Toutes Apôtres a été l'une de mes réponses. Donc Toutes Apôtres, pour expliquer, a été fondée juste après... C'est ça, hein, c'est après la candidature d'Ansoupa à l'évêché de Lyon. Donc suite, le cardinal Barbarin quitte l'évêché de Lyon. Ansoupa candidate. Et vous décidez de créer Toutes Apôtres pour la soutenir, ou c'est après ? Il me semble que le cardinal Barbarin a démissionné de l'archevêché de Lyon à la fin de l'année 2019. Et Ansoupa s'est portée candidate début mai 2020. Et moi, j'avais déjà rencontré Ansoupa dans le cadre de recherche professionnelle. Et quand j'ai eu vent de quand j'ai appris sa candidature par les médias, je lui ai tout de suite écrit un SMS en fait, en lui disant que c'était formidable, que je la soutenais profondément. Et je lui demandais comment est-ce que je peux faire pour vous aider. Et par ailleurs, j'étais en contact aussi avec des jeunes femmes du projet, de la collective Oh My Goddess, qui font le podcast d'Homélie Inclusive Bonne Nouvelle. Et je leur ai écrit dans la même lancée en disant c'est formidable ce qu'a fait Ansoupa, est-ce que ça vous dit qu'on l'aide ou qu'on lui montre nos soutiens d'une manière ou d'une autre. Et donc la solution qu'on avait trouvée à l'époque, c'était de faire une lettre de recommandation auprès du nonce recommandant Ansoupa, parce qu'il se trouve que en fait le nonce apostolique est celui qui dans chaque pays fait au minimum 3 propositions pour les positions d'évêques, d'archevêques, etc. au Vatican. Et donc, en gros,
pour l'archevêché de Lyon, c'est le nonce apostolique en France, Monseigneur Migliore, qui venait d'arriver à l'époque, qui avait ou était en train de faire des propositions au Vatican pour l'archevêché de Lyon. Et il se trouve que dans le droit canonique, le nonce a le droit de demander des lettres de recommandation à des personnes laïques pour ses candidats à l'archevêché. Et donc nous, utilisant ce droit canonique, on a un peu retourné les choses et on a pris le parti d'envoyer une lettre de recommandation recommandant Anne Soupa au nonce. Et on a obtenu la signature de 150 baptisés. On n'a pas réussi à la faire publier dans la presse, mais on l'a publiée en ligne. Et surtout, on l'a envoyée par email au nonce apostolique. Et on a mis en place une plateforme qui nous a beaucoup amusés parce qu'à chaque fois qu'une nouvelle personne venait signer, le nonce recevait un nouvel email. Donc, assez amusé par cette collaboration avec Valentine Riner et Anne Guillard de Oh My Goddess, qui avaient bien sûr eu la bénédiction d'Anne Soupa. On a voulu, en fait, dans cette lancée, continuer. Et Anne Soupa, il se trouve qu'Anne Soupa, dans son manifeste, dans sa profession de foi, au moment où elle avait déclaré sa candidature, avait invité d'autres femmes à candidater. Et il nous a semblé que c'était la suite la plus logique, en fait. Pour soutenir le geste d'Anne Soupa, c'était d'inviter ou de rendre possible la candidature d'autres femmes. Moi, je ne me sentais pas appelée à candidater. Mais par contre, mes compétences, les compétences militantes que j'avais acquises jusqu'à présent au sein du PAF et les compétences médiatiques que j'avais acquises au cours de ma carrière me rendaient assez bien placée pour aider à cet événement. Et donc, on a œuvré dans ce sens. On a fait passer des petits messages sur WhatsApp. On a appelé des femmes qui nous semblaient potentiellement intéressées, qu'on pouvait imaginer potentiellement intéressées par des candidatures. Et on a réussi à rassembler comme ça 7 femmes avec toutes des parcours de vie extrêmement différents, avec toutes des candidatures extrêmement différentes, personnelles, professionnelles. Et on a organisé un événement qu'on a voulu médiatique pour faire porter la voix de ces femmes, où on a invité la presse à venir photographier ces femmes, filmer ces femmes en train de glisser leur enveloppe de candidature à l'ambassade du Vatican à Paris. Et donc cet acte-là, fondateur, il a eu lieu le 22 juillet, qui est la fête de Sainte-Marie-Madeleine. Ouais. Ouais, ça nous a beaucoup amusés. D'abord, on avait pensé au 29 juin, mais c'était un peu court. Et le 29 juin, c'était le jour de la Saint-Pierre-Saint-Paul. Et en fait, le 22 juillet, c'était parfait parce que ça nous laissait un peu plus de temps. Et c'était la fête de Sainte-Marie-Madeleine, apôtre des apôtres, qui est la première personne à qui le Christ est apparu ressuscité et qui est allé annoncer la bonne nouvelle aux apôtres. Ça nous semblait mais tellement évident. Et on avait trouvé le nom de toutes apôtres par d'autres biais. Et du coup, ça venait tellement en résonance avec ça que une fois qu'on a eu cette idée, il n'y avait plus moyen d'en avoir une différente. C'était très fort pour nous. Et très concrètement, vous avez eu des réponses, une réponse ? Les candidates ont été appelées à la fin du mois de juillet par téléphone par le secrétariat du nonce qui leur a proposé des entretiens individuels. Et donc toutes les candidates ont rencontré individuellement le nonce dans le courant du mois de septembre, sauf Anne Soupa, qui n'a jamais été contactée et qui n'a jamais reçu aucune réponse. Voilà. Ces entretiens individuels, c'est pas vraiment à moi d'en parler parce que c'est vraiment des entretiens... nous, on avait demandé un entretien collectif. Enfin, les candidates avaient demandé un entretien collectif. Et bon, alors à partir du moment où le nonce a eu la courtoisie de répondre et qu'il a proposé des entretiens individuels, on n'a pas joué au bras de fer, mais du coup, c'est pas vraiment à moi de raconter. Certaines d'entre elles l'ont déjà fait dans la presse. Je pense qu'il y a eu des réponses mitigées. Certaines ont été ravies de ce moment de dialogue. Certaines se sont senties vraiment entendues et ont eu le sentiment qu'en plus le message allait pouvoir remonter. Et d'autres se sont senties extrêmement frustrées d'avoir l'impression de parler dans le vide. La question se pose après de qu'est-ce qui se passe ensuite, quoi.
justement, nous, on est allé voir une personne, une femme, qui a travaillé longtemps au cœur du réacteur nucléaire, comme tu dis, Alix, pour qu'elle nous partage un peu, selon elle, comment est-ce qu'elle voit ce que propose l'Église comme place pour les femmes dans l'organisation institutionnelle, et aussi comment elle l'a vécu et comment est-ce qu'elle a pu voir les choses changer. Il s'agit de Monique Beaujard, qui est laïque, et qui a travaillé pendant 8 ans notamment, directrice du service national famille et société à la conférence des évêques de France. Merci Monique d'accepter de répondre à nos questions. Première question, quelle place l'Église institutionnelle propose-t-elle aux femmes aujourd'hui ? Elle propose la place des baptisés. À la base, c'est la même place pour les hommes et pour les femmes. Dans l'Église, ce qui est premier, c'est le baptême. C'est ce qui vous fait entrer dans l'Église et cela suffit. Le baptême suffit pour vivre sa vie de foi, sa vie de chrétien. Après, parmi les baptisés, l'Église appelle quelques personnes au service de la communauté à devenir prêtres. Et pour cela, elle n'appelle que des hommes qui s'engagent à vivre le célibat. Donc, c'est là où la différence entre la place des hommes et des femmes s'introduit. Les femmes n'ont pas accès au ministère. Et comment est-ce que concrètement ces places prennent corps aujourd'hui dans l'Église institutionnelle ? Alors, concrètement, tous les baptisés sont invités à collaborer avec les prêtres et beaucoup le font. Le problème ne vient pas de toutes les activités. Les femmes sont pleinement investies dans l'Église et dans de multiples activités. Le problème vient du fait que dans l'Église, l'autorité est exclusivement attachée aux prêtres, à l'ordination sacerdotale. Donc, en tant que laïc, vous pouvez avoir toutes les activités et toutes les responsabilités dans l'Église que vous voulez. Votre parole n'aura jamais la même autorité que la parole du prêtre ou de l'évêque. Et ça veut dire que la parole d'autorité dans l'Église est toujours exclusivement masculine. Et c'est cela qui, bien sûr, pose un problème aujourd'hui. L'évolution de la société, ça pouvait être accepté avant, mais aujourd'hui, les femmes veulent sortir des structures patriarcales à tous les niveaux de la société et l'Église n'échapperait pas à ce mouvement de fond. Et les arguments d'ailleurs qu'elle pose sont jugés de moins en moins convaincants. Et est-ce qu'au long de votre carrière, vous avez pu voir des évolutions ? Oui, alors très nettement, les choses bougent. D'abord, des responsabilités de plus en plus importantes sont confiées aux femmes, que ce soit dans les paroisses, mais aussi au niveau des diocèses. Vous trouvez des femmes dans les conseils épiscopaux, donc aussi à la conférence des évêques. Vous avez des femmes qui dirigent des services. Les femmes enseignent aujourd'hui la théologie dans l'université et même au Vatican, la nomination de femmes commence à se faire de plus en plus fréquent et le pape François l'encourage vraiment. Ensuite, on voit aussi le changement que le pape François veut induire dans l'Église avec ce qu'il appelle une Église synodale, qui est une Église de l'écoute où chacun a à apprendre de l'autre. Et à ce moment-là, la parole des femmes, mais aussi des hommes laïcs, devrait être davantage pris en considération. Il n'y aura plus qu'une parole de sachant et une parole de celui qui doit apprendre. Mais enfin, et surtout, pour vraiment faire place aux femmes, l'Église devrait aussi leur permettre d'exercer un ministère publiquement et faire en sorte que leur parole engage l'Église. Alors ça, on n'y est pas encore, mais il faut dire que 2021 démarre quand même de façon très intéressante à cet égard. Il y a eu au début du mois de janvier une reconnaissance des ministères de lecteurs et d'acolytes pour les femmes. Et alors, ça peut paraître vraiment anecdotique parce qu'en France, ça se pratique depuis longtemps, mais c'est quand même une reconnaissance officielle et ça permet aussi de répondre à tous ces prêtres qui ne veulent plus de petites filles comme servant d'hôtel, en estimant que l'hôtel doit être réservé, un espace sacré qui doit être réservé aux hommes. Et puis, autre signe très encourageant, c'est ce week-end, le 6 février, la nomination d'une femme, d'une religieuse française, comme sous-secrétaire du synode des évêques, qui va être la première femme à avoir un droit de vote dans le synode. Et bon, ça fait une femme qui votera au synode. C'est vrai qu'il reste encore en marge de progrès. On s'excuse, la qualité n'est pas parfaite. En fait, on était en visioconférence, mais je pense que tout le monde a beaucoup l'habitude en ce moment. Mais bon, voilà, on a fait au mieux.
Et peut-être avant d'aller plus loin, il est nécessaire d'expliquer quelques mots de ce qu'a dit Monique Beaujard. Un ministère, c'est une mise au service qui est confiée par l'évêque à un membre de l'Église. Et donc les 2 ministères qu'elle mentionne, le ministère de lecteur, donc lectrice maintenant on va pouvoir dire, c'est celui ou celle qui lit la parole de Dieu dans les assemblées, les intentions de prière, qui dirige le chant et la participation du peuple. Donc effectivement, quand elle dit que c'est déjà en place, on voit de fait que c'est quelque chose qui se pratique beaucoup. Et l'acolyte, donc c'est la personne instituée pour s'occuper du service de l'autel, notamment dans la distribution de la communion. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est déjà bien en place, mais qui vient seulement d'être reconnu. Alix, est-ce que tu partages ce constat qui est posé par Monique Beaujard, à savoir que les choses bougent, mais qu'il reste une bonne marge de progression? Oui, je le partage dans les grandes lignes. Après, je fais l'effort de rendre grâce et vraiment d'être reconnaissante pour ce qui avance, même si c'est au millimètre près. Mais je suis obligée aussi de faire le constat de ma frustration. Et ma frustration, elle vient du fait que l'Église a un retard phénoménal. On part d'extrêmement, extrêmement loin. Et il y a même eu des périodes de régression. Quand on voit ce qui avait été dit au moment de Vatican II, ce qui a été dit pendant le pontificat de Jean-Paul II, qui a été répété sous le pontificat de Benoît XVI, et dont on a encore du mal à se dépatouiller, il y a l'enjeu de ce qui est fait concrètement aujourd'hui pour la place des femmes dans l'Église, où on constate des petits progrès avec la confirmation de ce qui se fait déjà dans notre pays avec le texte sur l'acolita et le lectorat. C'est très bien que ça rentre, que ça s'institutionnalise, parce qu'il y a des pays où c'est pas automatique, et il y a des paroisses où ça régresse en France. La nomination de Nathalie Bécard est une extrêmement bonne nouvelle. Après, il s'agit non pas de donner le change, mais de changer la donne, pour reprendre une expression que j'ai lue chez le comité de la jupe. On a le sentiment que dans les annonces qui sont faites par le Vatican, il y a beaucoup de symboles. Et il ne s'agirait pas de planter l'arbre qui cache la forêt. Face au retard phénoménal qu'il y a, moi j'aurais tendance à attendre, à vouloir, peut-être que c'est complètement illusoire, mais un changement radical. Et ce changement radical, il y a tellement de choses à faire, je ne sais pas par où commencer en fait. Il s'agit de changer nos imaginaires par rapport à la place de la femme, il s'agit du coup d'interroger ce que c'est qu'être un homme et qu'être une femme dans une conception chrétienne. Et rien que ça, en fait, ça implique des révolutions intimes, institutionnelles, sociétales tellement fortes que oui, il nous faut un grand coup de balai, un grand coup de fouet, en tout cas d'accélérer une déferlante, en fait. Moi, c'est ce que j'attends. Mais que ce soit une déferlante d'amour, je pense qu'il ne faut pas l'entendre au sens de révolution armée et à coups de bâton et de conflit. Moi, tout ce que je réclame, c'est juste une juste place pour qu'on puisse vivre l'amour tel qu'il doit vraiment être vécu, en fait. Et comment ça s'incarne concrètement? C'est-à-dire que est-ce que au sein de Toutes Apôtres ou personnellement, vous êtes investi pour l'ordination des femmes, etc. Ou est-ce que c'est même encore plus loin? Enfin, tu parles de revoir l'image de l'homme et de la femme dans une vision chrétienne. Qu'est-ce que ça implique? Alors, au sein de Toutes Apôtres, ce qui a été très important pour nous dès le départ à Toutes Apôtres, c'était de pouvoir accueillir les femmes dans leur diversité. Et non pas de faire une chapelle de plus parmi l'Église catholique. Donc chez nous, au sein de Toutes Apôtres, il y a des femmes qui sont pour l'ordination des femmes prêtres, et il y en a qui sont contre, parce qu'au fond, elles interrogent l'ordination tout court. Et ça, c'est important pour nous qu'on cohabite ensemble et qu'on arrive ensemble à faire avancer la cause des femmes au sein de l'Église. Et donc aujourd'hui, vous avez posé cet acte de candidature. Ouais. Comment on va plus loin? Comment on continue? Est-ce que vous avez des choses qui vous inspirent? On a vu par exemple certaines femmes allemandes appelées à faire la grève des parvis. Est-ce que vous avez des idées, des propositions d'action, y compris pour celles et ceux qui nous écoutent, pour faire valoir cette place des femmes dans l'Église? À Toutes Apôtres, on a un peu fait les choses dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'on a fait notre première action militante et très médiatique avant de se structurer. Donc là, concrètement, on est en train de prendre le temps de se structurer, et c'est pas un petit travail, c'est pas quelque chose d'accessoire, parce que pour travailler ensemble à construire, à imaginer l'Église telle qu'on la voudrait, faut qu'on arrive déjà, nous, à fonctionner un peu de cette manière synodale qu'on appelle en fait.
Donc il s'agit par exemple d'envisager de ne pas avoir une présidente d'association, mais des coprésidentes. Et puis, voilà, comment est-ce qu'on prend nos décisions, sur quel sujet on est d'accord, sur quel sujet on n'est pas d'accord, sur quel sujet c'est pas grave qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Donc, la prochaine étape, nous, en termes de vie médiatique ou de vie militante, ça va être l'anniversaire des candidatures, le 22 juillet prochain, pour redire déjà que les candidatures du 22 juillet 2020 sont toujours présentes, elles sont toujours valables. Les femmes qui ont candidaté en 2020 n'ont pas changé d'avis depuis, elles sont toujours candidates. Et puis, les femmes qui sont candidates maintenant et qui veulent passer par notre canal, elles ne sont pas obligées, hein, on ne force personne à passer par tous apôtres pour se porter candidate, et ben elles peuvent nous contacter et faire partie de la fournée 2021. On travaille aussi à faire un guide des candidatures qui sera pour la France un espèce de retour sur qu'est-ce que ça a été que l'expérience de cette candidature en 2020, qu'est-ce qu'il faut penser en amont, comment il faut se préparer, et est-ce que y a beaucoup de femmes qui ont peur en fait d'un éventuel backlash, retour de bâton au sein des paroisses, au sein de leur famille, etc., et même médiatique. Et donc nous, on fait un retour d'expérience par rapport à ça. Notre retour d'expérience global, c'est qu'en fait, on a été reçus par extrêmement de bienveillance. Encore plus, et c'est un paradoxe dans la société laïque que dans les communautés catholiques, mais même dans les communautés catholiques, en fait, on a globalement reçu un accueil très positif de notre démarche. C'est intéressant ce que tu dis là sur la réception des communautés catholiques. Tu penses que ça répondait finalement à une attente, qui peut-être une attente qui n'était même pas verbalisée ou formulée par les chrétiens en France ? C'est compliqué de généraliser, hein. C'est compliqué de généraliser parce que déjà les communautés catholiques sont extrêmement diverses. Et puis on n'a pas fait de statistiques, on a reçu un échantillon de gens qui ont bien voulu nous écrire. Nous, on a été très contents de recevoir beaucoup de mails très enthousiastes. Et l'intérêt médiatique qu'on a eu montre un réel intérêt pour cette question de manière plus large. Et c'est là où je fais la distinction entre société civile et communauté catholique. C'est-à-dire que les médias, il faut le constater, les médias qui ont le plus relayé notre initiative ne sont pas des médias chrétiens ou catholiques. On a été repris par des médias catholiques, La Croix a fait de nombreux articles, mais c'était des articles assez prudents, c'était pas des articles enthousiastes. Après, ils sont journalistes et c'est leur manière de couvrir les choses, il ne s'agit pas de critiquer, c'est un constat. Mais là où des journalistes non religieux étaient, eux, dans l'enthousiasme. Les médias français qui ne sont pas catholiques, on peut voir aussi en France qu'il y a toujours un petit plaisir à taper sur l'Église, réac, conservatrice. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, peut-être par rapport à ça, de prêter le flanc à affaiblir l'Église catholique, même si on estime qu'elle est déjà suffisamment abîmée ? Ou à l'inverse, est-ce que le féminisme, comme l'écologie, n'est pas un sujet où les chrétiennes et les chrétiens qui s'en emparent et qui font bouger l'Église rejoignent la société là où elle en est, plus que l'institution, et que du coup les médias saisissent ce lien-là et que ça fait partie des sujets qui peuvent faire des ponts entre une institution un peu décalée par rapport à la société dans laquelle elle vit et le monde tel qu'il est. Moi, j'aurais plutôt tendance à pencher vers la question de Clémence. Très contente. Vers la question-réponse de Clémence, en faisant ce distinguo entre écologie et féministe, je trouve qu'il est beaucoup plus simple pour les catholiques de se dire écologiste qu'il est pour des catholiques de se dire féministe. Il y a des enjeux de société qui sont encore extrêmement compliqués à aborder, comme les droits reproductifs, l'accès à la PMA pour les femmes lesbiennes, pour les couples homosexuels, les questions de la GPA aussi, etc. Même on peut remonter jusqu'au mariage pour tous, où on sent encore que les catholiques sont pas au clair là-dessus et freinent des cas de fer quand il s'agit de prendre position, sont extrêmement prudents, voire peureux, j'aurais envie de dire, moi. Ou à défaut de prendre position, au moins en débattre ou en discuter sereinement. Enfin, en tout cas, moi, mon sentiment, je sais pas si je suis capable de prendre position sur tous les sujets que tu as cités, mais ce que je sais, c'est que j'ai pas envie d'en parler avec la Manif pour tous. J'ai un peu l'impression que c'est eux qui ont galvaudé le débat et je trouve ça assez dommage. Donc avant même de prendre position, je pense que l'Église catholique n'est pas capable d'organiser
le débat serein sur ces sujets. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Alors l'Église catholique, est-ce qu'on parle de la communauté baptisée ou est-ce qu'on parle de l'institution ? Moi, j'ai pas envie que l'Église catholique, au sens d'institution, continue à donner son avis sur ce que je dois faire de mon corps personnellement, ou ce que je dois faire de ma famille, ou comment est-ce que je dois fonder ma famille. J'entends qu'elle me donne un avis, qu'elle me dise ce qu'elle pense que la Bible en dit, même si on peut largement discuter de son interprétation, mais qu'elle intervienne auprès des politiques et dans le débat public avec la manière dont elle l'a fait autour du débat autour du mariage pour tous. Moi, ça m'a extrêmement dérangée. Et après, il y a l'enjeu de comment est-ce que la communauté de baptisés s'empare de ces questions-là. On peut hystériser ces enjeux, ce que la Manif pour tous fait très bien. Et du coup, effectivement, ça empêche un débat serein. Après, moi, j'en veux aussi au ventre mou des catholiques qui, sous prétexte de ne pas vouloir ni soutenir ni s'opposer à nos confrères et consoeurs les plus réactionnaires, n'ont pas pris position. Moi, je leur en veux beaucoup parce que, au fond, qui a parlé, qui a essayé de proposer une voie alternative aux voix catholiques en 2012 ? Moi, j'ai entendu personne. J'ai entendu une interview d'Anne Soupa, une fois. Alors, elle ne devait pas être la seule, mais dis donc, enfin, pour que rien n'émerge comme ça, c'est que vraiment, le silence a été le plus choisi, en fait. Moi, je pense qu'il est important d'entendre des voix alternatives, quitte à créer le conflit, on a parlé du conflit avant, mais quitte à créer du conflit entre catholiques, ou juste au moins de la discussion. Mais pour moi, en tant que catholique féministe, il me semble important de dire que je suis pour les droits reproductifs des femmes. Et oui, ça comprend l'avortement. Je ne suis pas pro-avortement. Ce n'est pas quelque chose auquel j'aurais recours moi-même. Mais la réalité, c'est que l'avortement est pratiqué par des femmes, que l'avortement soit autorisé ou pas, et que les femmes en meurent quand ce n'est pas correctement organisé par l'État. Donc, je suis pour les droits reproductifs des femmes. Je suis pour l'accès à tous de la PMA, à toutes de la PMA, y compris les femmes lesbiennes et y compris les femmes célibataires. Je suis pour le mariage pour tous et pour toutes. Voilà. Et je le dis d'autant plus fort qu'en fait, j'entends personne d'autre le dire. Merci. Enfin, tous ces éléments et ces questions que tu apportes sont passionnants et je pense qu'on aura besoin d'y revenir et d'en rediscuter. Et on voulait terminer avec notre question rituelle. Comment ça va avec l'espérance pour toi ? En fait, ça va très bien. Moi, l'espérance, elle m'a jamais quittée, elle est toujours là. Et je ne sais pas comment dire autrement qu'il me semble que mon expérience est très chrétienne. Et sans dire que les non-chrétiens n'ont pas d'espérance, moi, elle me vient directement de ma foi, très clairement. Et que la croyance qu'à toujours à un moment, l'amour vaincra, je ne sais pas pourquoi ça m'émeut, mais je suis incapable de m'en défaire. Mon expérience est crasse et chevillée au corps, et c'est ce qui me... On pense souvent que je milite parce que je suis en colère, et c'est vrai, mais je suis pas aigrie. Et je suis en colère parce que je sais qu'on peut mieux faire, je sais qu'on doit mieux faire, je sais que c'est à nous de faire advenir le paradis sur Terre, et si je me bouge pas, moi avec d'autres, il ne s'agit pas de dire que je fais tout toute seule, on n'y arrivera pas. Enfin, pour moi, mon action, ma mise en marche, c'est la preuve vivante de mon espérance, et je pense aussi, on n'a pas trop parlé on a un peu parlé de ma foi, mais je pense aussi que moi, je ne suis pas quelqu'un qui prie, d'autant plus que j'ai du mal, je vous l'ai dit, à aller à l'église en ce moment. Mais je pense que mon militantisme, c'est ma manière la plus concrète d'être catholique. Et je dis ça, que ce soit pour mon militantisme catho au sein de tous les apôtres, comme féministe au sein du PAF. C'est pas une discussion que j'ai eue avec mes amis féministes, mais oui, je pense que c'est parce que je suis catho et que je crois que je suis féministe et que je suis militante.
Merci Alix, c'était passionnant. Bon, j'ai l'impression de dire ça à la fin de chaque entretien de ce podcast, mais c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Ouais, je crois que, en tout cas, moi, en tant que femme, mère, et chrétienne et militante, et féministe, j'ai vécu un moment un peu de sororité. Donc j'espère que les femmes qui nous écoutent vivront ça également. Je suis ravie. Merci à vous de m'avoir permis de faire le lien entre ma foi et mes militantismes. Et merci à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez. C'est que le début de l'aventure. Et si, comme nous et comme Alix, vous pensez qu'il est important et nécessaire d'entendre des voix d'église multiples, partagez ce podcast autour de vous. Pour continuer à nous écrire, c'est toujours la même adresse, c'est 2 pieds dans le bénitier en toutes lettres @seras-projet.com. Ça marche aussi via les réseaux sociaux. Et on se retrouve dès le mois prochain. Et d'ici là, ne partez pas et ne vous taisez pas.